Coucou. Le sujet que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est que s'est-il passé lors des midterms, donc élections législatives de mi-mandat présidentiel en l'occurrence, aux États-Unis. La plupart des instituts de sondage promettaient une red wave, une vague rouge. Comme vous savez, le rouge là-bas, c'est la couleur de la droite. Les Américains font tout à leur façon. Et en réalité, il n'y a pas eu de vague rouge. Et non seulement il n'y a pas eu de vague rouge, donc républicaine, mais les républicains ont perdu le Sénat. Ils étaient à 50-50. Ils risquent de finir à 51-49. Ça dépendra de ce qu'on appelle le runoff en Géorgie, second tour, disons, qui aura lieu le 6 décembre prochain. Et même à la Chambre, on ne connaît pas encore, au moment où j'enregistre cette vidéo, le résultat final, mais le résultat des Républicains, quel qu'il soit, est très en deçà de ce qu'on leur avait promis. Alors pourquoi? Parce que cette mauvaise performance du parti d'opposition lors des midterms est une complète anomalie dans l'histoire politique américaine. Cela n'arrive quasiment jamais, sauf circonstances particulières, notamment lorsqu'une guerre vient d'être déclarée, ce genre de choses. Alors, l'un des motifs qui est évoqué à droite du spectre politique, c'est dans cette partie-là que je m'inscris, on le sait, je ne m'en cache pas, c'est la tricherie. Alors, cette explication est intéressante et elle est fondée sur le fait que le système électoral américain, en fait, il y a 50 systèmes électoraux, parce qu'il y a 50 États, et que c'est une compétence qui a été reconnue par la Constitution aux États. Le système électoral américain est à mains égards aberrant. C'est-à-dire qu'il y a certains districts en Californie où il y a 50 000, 70 000 bulletins de vote à dépouiller, et une semaine après l'élection, on n'a pas encore proclamé le vainqueur dans ce district. Alors qu'au Brésil, par exemple, il y a 150 millions d'électeurs, on connaît le résultat des élections le soir même. En Suède, on connaît le résultat des élections, c'était le cas tout récemment, le jour même, le lendemain matin, au plus tard. En Italie, le jour même. En France, le jour, etc., etc., etc. En réalité, sauf erreur de ma part, il y a peut-être un système que je ne connais pas, je crois que pour les 500 millions d'Européens, lorsqu'ils se rendent à l'endroit qu'on leur a préposé pour voter, ils connaissent le résultat des élections le jour même, ou plus tard, le lendemain matin. Alors, ce n'est pas le cas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, plusieurs États, comme je vous ai dit, donc c'est un système par État, ont prévu une kyrielle de dérogations, c'est-à-dire qu'on peut voter par avance et à distance jusqu'à 50 jours avant l'élection. 50 jours avant l'élection. Et encore, ces règles varient non pas d'un État à l'autre, mais même d'un comté à l'autre au sein d'un même État. Il y a ce qu'on appelle des ballot box, donc on dispose des containers qui ressemblent en fait à des boîtes postales ou à des poubelles, en fait, à travers un État, et les gens peuvent y déposer leur bulletin de vote. On diffuse des bulletins de vote, donc par correspondance, alors que les personnes ne l'ont pas demandé et qu'elles ne doivent pas justifier d'un motif particulier pour ce don. Toutes choses qui sont autant d'exceptions, qui sont aberrantes quand on regarde le droit commun électoral dans tous les pays, à ma connaissance, occidentaux, sauf évidemment les États-Unis, et qui expliquent que, parce qu'il y a d'autres règles qui viennent se combiner, par exemple, on peut voter 50 jours avant l'élection, mais on ne peut commencer à dépouiller ses votes que le jour de l'élection. Tout ça crée effectivement une espèce de quagmire, comme on dit, un bourbier, on pourrait dire, électoral. Alors ça, c'est une explication et qu'on rencontre souvent à droite, et qui consiste à dire que les démocrates ont encore triché, et que s'ils l'ont emporté, c'est parce qu'ils ont triché. Et je comprends effectivement cela, parce que un système comme le système électoral américain est un système qui favorise massivement la tricherie, est un système qui, parce qu'il y a eu des décisions, il y a une décision de la Cour suprême du Wisconsin qui le dit, lorsqu'on pollue le vote légal par des votes qui ne sont pas légaux, parce qu'il y a des choses qui sont faites même en franchise, je dirais, donc contre la loi, eh bien on dissout la confiance des citoyens dans le système électoral, dans la démocratie, dans l'ordre constitutionnel américain. Toutefois, il y a une difficulté logique avec cette explication, c'est que ce n'est pas parce qu'un système favorise la tricherie que la tricherie est avérée. Ce n'est pas parce qu'une tricherie est avérée que la tricherie s'est montrée, a été décisive et déterminante du résultat des élections. Alors,
Il faut prouver. Nous sommes dans des États et des civilisations de droit. On ne peut pas simplement dire « il y a eu tricherie ». Il faut pouvoir effectivement le prouver. C'est ça, un État de droit. Sinon, on est dans un régime comme le régime chinois, où le fait du prince, dire que la chose est, suffit à la faire advenir. Dire que la chose n'est pas, suffit à la faire disparaître. Nous sommes dans des régimes de droit, donc il faut prouver. Alors, il y a deux autres ordres d'explication et qui me paraissent personnellement, en tout cas, plus convaincants factuellement, parce qu'il faut toujours partir des faits, surtout quand un sujet, je crois, est aussi complexe que celui-là. Le premier, c'est qu'il y a eu cet arrêt de la Cour suprême, l'arrêt Dobbs, qui constate, ce qui est selon moi fondé, c'est une vérité, qu'il n'y a pas de droit à l'avortement dans la Constitution fédérale des États-Unis. Mais évidemment, les démocrates ont très adéquatement et habilement utilisé cet arrêt pour expliquer aux, notamment aux femmes américaines, que le droit à l'avortement était menacé. Alors qu'en fait, ce que fait la Cour suprême, c'est simplement dire qu'il n'y a pas de droit fédéral, et donc renvoie l'affaire aux États qui agissent chacun pour ce qui le concerne. Il y a certains États qui sont républicains et qui ont cherché, depuis l'arrêt Dobbs, qui était rendu sauf erreur en avril dernier, je crois, à limiter drastiquement la possibilité effectivement de l'avortement. Alors, je n'ai pas mon but évidemment de me prononcer sur le fond de cette question, mais cela a joué un rôle, les enquêtes d'opinion l'ont montré, dans la décision électorale d'un grand nombre de femmes américaines, et notamment les femmes célibataires, dont il a été montré par les enquêtes d'opinion qui ont été faites, enfin les mesures statistiques qui ont été faites, elles se sont massivement prononcées en faveur des démocrates et donc en faveur des républicains. Donc je pense que ça a été un élément de communication dont les démocrates ont fait usage et avec effectivement un certain succès. Deuxièmement, il y a eu cet autre élément de communication qui consistait pour les démocrates à présenter le Parti républicain comme étant dans une sorte de dérive sectaire, ultra-MAGA, comme le disait le président Biden, et ce genre de... Je crois que ça a également pu impacter un certain nombre de ce qu'on appelle les électeurs indépendants, parce que les démocrates, vraiment très partisans, ils vont toujours voter démocrate, pareil pour les républicains, et donc finalement ce sont les indépendants, le centre, qui décident du succès pour l'une de ces deux tendances. Et enfin, il y a un troisième facteur, je rappelais, disons, mes sympathies sont clairement de droite, je crois que c'est tout à fait indubitable, mais il faut quand même rester, je crois, fidèle aux faits, et ne pas donner à son opinion la prévalence sur toute espèce de considération factuelle. Alors, si on regarde ici le sort des candidats, il y a un grand nombre de candidats républicains au Sénat qui ont été imposés, en tout cas soutenus fortement par l'ancien président américain, Trump, lors des primaires, donc républicaines. Il a effectivement réussi à imposer, dans la grande majorité des cas, les candidats qui avaient sa préférence, c'est-à-dire des candidats qui étaient étrangers, disons, à l'establishment, comme on dit, républicain, et favorables à la personne et aux idées de M. Trump, et notamment à son idée que l'élection de 2020 lui a été volée. Si on regarde le résultat de ces candidats, il est catastrophique. Vous avez un ancien général qui s'appelle Bolduc, qui a perdu. Black Masters, en Arizona, qui a perdu. Laxalt, au Nevada, qui a perdu. Et d'autres. Et puis surtout, Mehmet Oz, en Pennsylvanie, qui était un État auquel les républicains prétendaient, et qui a perdu. En réalité, tous les candidats au Sénat, parce que c'était ça le principal enjeu de ces midterms, tous les candidats soutenus par M. Trump au Sénat ont échoué, sauf un. Il y en a un, effectivement, qui a réussi à l'emporter dans son État. Inversement, il y a d'autres candidats républicains que, pour dire le moins, M. Trump ne porte pas dans son cœur, notamment Brian Kemp, qui voulait se succéder à lui-même comme gouverneur de la Géorgie. Eh bien, Brian Kemp a été triomphalement réélu, parce que Brian Kemp a une image plus centrée, pour ne pas dire centriste, et qui lui a permis de l'emporter. C'est assez intéressant parce que dans ce même État, ça c'était pour le gouverneur. Au Sénat, c'était un candidat républicain de l'écurie de M. la Scuderia, de M. Trump, un certain Herschel Walker, ancien sportif de haut niveau, personnalité très attachante, mais peut-être pas tout à fait adéquate avec le métier politique et qui n'a pas fait montre d'une grande adresse nécessairement dans chacune de ses interventions. Et lui n'est pas encore éliminé,
parce qu'il y a précisément, comme je le disais à l'instant, ce runoff qui sera organisé le 6 décembre. En tout cas, il ne l'a pas emporté. Alors que l'autre candidat, honni par M. Trump depuis 2 ans, lui, il a facilement emporté. Et il y a d'autres exemples qui vont dans la même direction. Donc, si l'on regarde l'ensemble de ces facteurs, il ne faut pas tout mélanger. Que le système électoral américain soit aujourd'hui au niveau d'un État, d'un pays du tiers-monde, non seulement est vrai, mais est injurieux pour un grand nombre de pays qui furent du tiers-monde, mais qui ont aujourd'hui des systèmes électoraux plus fiables que le système américain. C'est une réalité. Cela paraît profondément affligeant, et ça l'est, parce qu'on parle du pays le plus riche, la première ceci, la première cela, le fait de s'être mis, je dirais, dans cette ornière, je pense que c'est vraiment la principale menace aujourd'hui sur les institutions américaines. Quand les gens n'ont plus confiance dans l'institution du vote, tout le reste part, je crois, s'effrite. Il risque effectivement de partir en lambeaux. C'est une réalité. Je ne pense pas que ce soit le facteur déterminant. Il ne s'agit pas seulement de penser dans ces cas-là, comme je le disais tout à l'heure, il faut prouver. On peut pas dire la médiocrité des candidats de M. Trump, mais le fait qu'ils aient été objectivement trop extrêmes pour l'électorat dans son entièreté, et pas simplement pour l'électorat républicain, me paraît effectivement un enseignement auquel on ne peut pas échapper. Et enfin, comme je le disais, l'habileté avec laquelle les démocrates ont communiqué sur les questions de l'avortement et d'une certaine dérive, d'une certaine fraction, je dirais, du Parti républicain, a également, je crois, joué un rôle déterminant dans le résultat donc de ces midterms. Voilà. Donc, je vais m'en tenir là. Le but était, comme je l'ai dit à l'entame de cette petite vidéo modeste, d'essayer de comprendre effectivement le résultat pour le moins surprenant de ces midterms.